Bonsoir, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo, un numéro spécial agriculture cette semaine. On va d'abord parler du glyphosate. C'est l'herbicide le plus utilisé au monde. Question, le glyphosate provoque-t-il le cancer? Il y a ceux qui disent oui, comme l'OMS ou le Centre international de recherche contre le cancer. Il y a ceux qui disent non, comme l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui se base sur des travaux faits menés par des fabricants de pesticides eux-mêmes. L'instance chargée de trancher le sort du glyphosate en Europe doit se réunir le 6 juin à Bruxelles. Puis, direction le Limousin. Des agriculteurs en colère. Ils protestent contre l'État, lui reprochant de ne pas verser les aides de la politique agricole commune. Les subventions européennes sont bloquées depuis l'année dernière car les terres agricoles françaises sont surévaluées selon Bruxelles. Obligation désormais de recompter les millions d'hectares du pays au buisson près. Sinon, pas d'aide. Du coup, il y a un trou de trésorerie pour les agriculteurs. Les aides de la PAC, c'est 15 000 euros par exploitation en moyenne. Pour certains, ça peut atteindre même 60 000 euros par an. Autant dire que c'est énorme pour les agriculteurs français. Mais tout de suite, revenons au glyphosate. Ce pesticide commercialisé par Monsanto est-il cancérigène? Ils sont nombreux à le croire. Élément de réponse. C'est l'herbicide le plus utilisé au monde. Le glyphosate. On le retrouve dans plus de 750 produits comme le Roundup, produit par Monsanto, des produits désherbants utilisés tant par les agriculteurs que les jardiniers amateurs. Ce produit est-il dangereux pour la santé? C'est toute la question. Rassemblement à Paris contre le géant américain de la biotechnologie agricole Monsanto. En première ligne, l'eurodéputé Jean-Luc Mélenchon. Un seul mot d'ordre, l'interdiction par la Commission européenne du glyphosate. La France elle-même pourrait intervenir d'une autre manière auprès de la Commission pour que les glyphosates ne soient pas autorisés, alors que la Commission a cédé devant le trust Monsanto. Donc la France est quand même le premier consommateur européen de pesticides. On en met des quantités absolument considérables et injustifiées. Il faut arrêter ça. Parmi les banderoles déployées dans les cortèges, on peut lire « Monsanto, entreprise criminelle »,« Consommateur, pas cobaye ». En ligne de mire, le géant américain de la biotechnologie agricole. Quand on voit le poids, s'il y a une multinationale qui pèse comme bailleur allemand avec Monsanto américain, demain, avec ce que va préparer le grand marché transatlantique, le TAFTA, ce genre de méga multinationale aura plus de pouvoir que les États et sera capable d'imposer leur volonté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement effrayant. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a un gouvernement qui, au niveau des déclarations, est assez ferme souvent. Et puis après, quand il s'agit de mettre en œuvre, c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a systématiquement des reports d'échéances, il y a des atermoiements, des pseudo-compromis qui font qu'à la fin, eh bien, ça ne gêne pas véritablement ces multinationales. Plusieurs pays, dont la France, se sont prononcés contre la prolongation de l'autorisation de vente du glyphosate. C'est aussi ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS s'appuie sur les travaux du Centre international de recherche sur le cancer, qui conclut que le glyphosate est un cancérogène probable. Ce n'est pas l'avis de la Commission européenne. En plus des rapports scientifiques, elle s'appuie sur des études menées par des fabricants de pesticides eux-mêmes, estimant improbable le risque de cancer. Plusieurs ONG contestent le rapport utilisé par la Commission, qu'elle accuse de partialité. Il y a un mois et demi, le Parlement européen s'est prononcé pour une réautorisation limitée du glyphosate. L'autorisation en Europe de cette substance herbicide controversée expire fin juin. L'instance chargée de trancher le sort du glyphosate en Europe doit se réunir le 6 juin à Bruxelles.
Voilà, nous rejoint sur ce plateau Jean Arthuis. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé français du groupe des libéraux et démocrates pour l'Europe, centriste, ancien ministre de l'économie d'Alain Juppé. C'était entre 1995 et 1997. Ici, au Parlement européen, vous présidez la commission des budgets. Vous êtes aussi membre de la commission agriculture et développement rural. Face à vous, Marc Tarabella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé belge du groupe socialiste et démocrate. Vous êtes membre de la commission agriculture. Vous venez de voir ce reportage. Question toute simple, vous êtes pour ou contre le glyphosate? Je me suis exprimé pour l'interdiction à partir de maintenant, puisque des études montrent que c'est évidemment une substance dangereuse et que je n'ai pas été adepte du compromis qu'a voulu essentiellement le Parti populaire européen, qui voulait qu'on l'autorise encore pour 7 ans. Vous savez que la Commission veut le prolonger pour 15 ans. Ça, c'est inacceptable. Mais aussi pour 7 ans, parce que c'est comme si on disait le produit est dangereux, mais on va encore le garder pendant 7 ans. Alors, je vois le reportage. Les gens sont assez critiques à l'égard du gouvernement français. Le gouvernement français fait partie de ceux qui sont les plus pour l'opposition, en tout cas pour ne pas le prolonger, comme le gouvernement italien, le suédois. Le gouvernement belge est favorable, par exemple, lui. Donc, il est beaucoup plus critiquable que le gouvernement français, par exemple, à cet égard-là. Jean Arthuis, vous avez voté le compromis. Le compromis. Le compromis, parce que si on n'avait pas voté ce compromis, on repartait pour 9 ans ou pour 15 ans. Donc c'était... Vous avez voté pour 7 ans, une réautorisation pour 7 ans, et seulement pour les agriculteurs, pour les professionnels, pas pour les uniquement, particuliers. et pas les particuliers. Donc moi, ce qui m'étonne dans cette procédure, c'est que on n'ait pas des références plus stables, plus claires, et que la Commission n'ait pas fait procéder aux expertises nécessaires. Car il y a aujourd'hui des avis contradictoires, et on sait bien que si soudainement on interdisait dans l'agriculture l'utilisation des glyphosates, on mettrait en difficulté nombre d'exploitants. Et c'est pour cela qu'il y a tout cet embarras. Donc j'ai voté certes un compromis, mais c'était la moins mauvaise des attitudes, car sans cela, nous repartions pour une longue période. Donc si dans les mois qui viennent, il y a une expertise incontestable, un accord des scientifiques, eh bien à ce moment-là, je pense que la Commission, le Conseil et le Parlement en tireront les conséquences. Et comment vous expliquez ces conclusions opposées entre plusieurs expertises? Alors d'un côté, il y a l'AFSA, l'agence européenne, l'autorité européenne de sécurité des aliments, qui dit c'est pas cancérigène, et il y a de l'autre côté l'OMS et le Centre international de recherche et de lutte contre le cancer qui dit c'est cancérigène. Comment vous expliquez ça? Mais on explique ça de différentes manières. Vous savez, l'OMS met aussi dans la liste des produits potentiellement cancérigènes la viande rouge. Donc, mais ils ont quand même étudié la question. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'EFSA, l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire, se base sur l'avis de scientifiques qui, malheureusement, sont souvent dépendants de l'industrie, comme ça a été dit dans le reportage, sont souvent dépendants de l'industrie des pesticides elles-mêmes, ou de l'agroalimentaire quand il s'agit de la sécurité alimentaire. Et donc, ce n'est serait pas jugé fiable. parti, quoi. Il serait jugé parti. D'ailleurs, le comité scientifique de l'EFSA, qui se base souvent sur des avis de scientifiques qui ont un lien avec un institut international de scientifiques qui dépendent des industries, n'est pas fiable, est critiquable. Et donc, aujourd'hui, voilà pourquoi vous ne mettrez jamais d'accord les scientifiques. Et puis, il s'avère que l'OMS est en train de faire marche arrière. Mais que les scientifiques de l'OMS seraient en train de dire que finalement, marche arrière, ce ne serait pas forcément cancérigène? Que ce ne serait pas forcément cancérigène. Mais évidemment, il faudrait peut-être enquêter pour savoir l'origine de ces scientifiques et de ce revirement de situation du côté aussi de l'OMS. Et les agriculteurs dits conventionnels qui seraient pour le glyphosate, il y a ce problème économique. Si on enlève le glyphosate, ça va coûter cher aux agriculteurs. Oui, et surtout ce que l'on peut redouter, c'est que l'usage soit différencié d'un pays à l'autre. Nous sommes dans un espace européen, un marché unique, au sein duquel les règles de concurrence doivent être les mêmes. Il ne peut pas y avoir des prohibitions dans un pays et des autorisations dans l'autre. Ceci n'est pas imaginable. Donc c'est vraiment l'Europe qui doit apporter une réponse qui s'applique sur l'ensemble du territoire européen, et une Europe qui prenne les moyens demain de contrôler sur l'ensemble du territoire le respect des règles qu'elle définit. Maintenant, moi je préférerais que l'Europe se prononce par rapport à des principes généraux et qu'on n'ait pas, produit par produit, à prendre une délibération. Ça transforme le Parlement en espèce d'organe de décision point par point. Et
ceci relève de l'exécutif et non pas du Parlement. Ce qui n'est pas admissible, c'est que bon nombre d'agriculteurs sont morts de cancer dû à ces pesticides. Mais évidemment, ça reste plus ou moins su. Aujourd'hui, quand un agriculteur ou une entreprise épand de ces produits, la personne qui est sur le tracteur est protégée avec une combinaison spéciale. Mais quand on épand sur des terrains qui sont à proximité de villages, d'écoles, etc., donc ça pose vraiment un problème. Et donc l'agriculture ne mourra pas si on interdit ce pesticide. La preuve, c'est qu'un nombre croissant d'agriculteurs, et moi je respecte les deux types d'agriculture, la conventionnelle et la biologique. Les agriculteurs qui passent vers le bio n'utilisent plus de pesticides et ils s'en sortent plutôt bien. Donc il ne faut pas croire que les pesticides sont nécessaires et vitaux pour l'agriculture. Non, mais il ne faut pas non plus, a priori, s'opposer à tous les apports scientifiques. Nous sommes aussi les héritiers du siècle des Lumières. Tout à fait. Nous vivons dans un contexte international. Vous l'avez dit, ce qui compte, c'est le respect. Mais n'imitons pas le type de production, hyperproduction américaine, monoculture, qui veut dire destruction de la biodiversité, qui veut dire 100 000 hectares de soja. On utilise des pesticides et des fongicides qui sont vendus par Monsanto. On n'est pas sur ce modèle-là, que ceci soit bien clair. Mais ce qu'il faut, c'est rappeler aux professionnels qu'il y a des précautions à prendre dans l'utilisation des produits, quels qu'ils soient. Si on conduit un engin, il faut également faire très attention, car de nombreux actes professionnels peuvent être dangereux lorsqu'ils sont accomplis sans précaution. Et d'ailleurs, il ne faut pas toujours jeter l'opprobre sur l'agriculture. L'utilisation la plus dangereuse, c'est celle des particuliers qui sont beaucoup moins contrôlés que les agriculteurs. Vous avez on dit un peu n'importe quoi. Tout à l'heure, j'entendais M. Mélenchon qui dit voilà, la France est le plus gros consommateur. Mais naturellement, la Belgique doit en consommer beaucoup moins. La France est le pays qui a l'espace le plus vaste. Donc arrêtons de répandre de telles bêtises devant l'opinion publique. Marc Tarabella, vous avez parlé de conflit d'intérêts de l'AFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments. Certains l'accusent d'être à la solde des industries de l'agrochimie. Est-ce qu'il y a des lobbies qui squattent les couloirs de la Commission européenne vous les voyez? Qui sont avant la décision? C'est clair. Souvent, les lobbies connaissent la personne qui écrit le texte, la personne qui tient la plume au niveau de la Commission européenne et qui fait la proposition. Évidemment, les lobbyistes sont là, ce sont des agents d'influence. Mais clairement, nous, en tant que politiques, on doit garder une ligne. Et dans l'agrochimique là où l'autorité, moi je ne remets pas en cause l'existence de l'EFSA. Elle a évidemment sa pertinence. L'autorité de la sécurité alimentaire, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens publics pour avoir un comité scientifique qui soit vraiment indépendant de toute industrie. Et alors, forcément, il se base sur des avis qui viennent de scientifiques. Et il y a eu le cas célèbre de Mme Banati, qui avait gommé dans son CV qu'elle avait été membre d'une entreprise agroalimentaire. Et puis, à un moment donné, ça a été découvert. Et puis, elle a disparu du comité scientifique. Il y en a d'autres. Et donc, c'est ça qui jette le discrédit, ou en tout cas le doute, sur les avis que peut émettre l'Agence pour la sécurité alimentaire. Je pense que l'Europe doit avoir ses propres agences, ses autorités scientifiques et de contrôle, et que le Parlement européen ne sortirait pas de sa vocation s'il exerçait un contrôle de ces agences, pour veiller à ce que les scientifiques qui collaborent sont à l'abri de tout soupçon de conflit d'intérêts, parce qu'ils seraient rémunérés par Monsanto, je ne sais quel autre groupe chimique. Donc, en tout cas, l'instance chargée de trancher, elle se réunit le 6 juin prochain. Vous pensez qu'elle va stopper le renouvellement du glyphosate ou pas? Je ne sais pas du tout. On sait pas. Le 6 juin, j'espère qu'ils vont débarquer le glyphosate. Voilà. On va rester sur l'agriculture avec un focus maintenant sur les agriculteurs français en colère. Pourquoi? Les subventions européennes de la PAC, la politique agricole commune, eh bien, elles sont bloquées depuis l'année dernière, car la France aurait déclaré plus de terres agricoles qu'il y en aurait en réalité, des surfaces agricoles mal mesurées. Du coup, un trou de caisse pour les agriculteurs. Le reportage dans le Limousin de François Goulin. Les aides de la PAC sont suspendues à cet inspecteur et à sa tablette. Ils ne sont pas tombés sur la même chose que ce que vous avez déclaré, c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui, histoire de voir sur le terrain, de remettre les choses dans l'ordre par rapport à la réalité du terrain. D'accord.
Cet agent assermenté vient contrôler les agriculteurs limousins pour mesurer leurs parcelles. Ordre de Bruxelles. Les subventions européennes sont bloquées depuis l'année dernière car les terres agricoles françaises sont surévaluées. Obligation désormais de recompter les millions d'hectares du pays aux buissons près. Le cours d'eau qui est en face de nous, lui, n'avait pas été vu lors de la photo-interprétation à l'instruction. Donc cette surface non agricole, là, moi je vais l'ajouter sur la carte. Comme ça, on va créer une surface non agricole, comme ça, ce sera à jour. C'est par photo aérienne que sont comptabilisés la plupart des champs, mais lorsqu'il y a un doute, un agent vient vérifier sur le terrain. Un travail colossal que l'État a entamé depuis janvier dernier. Les photos ne suffisent pas, il peut y avoir des bosquets, des forêts qui peuvent être éventuellement pâturées ou pas. Et donc ça, sur les photos, ça ne se voit pas. Donc ça nécessite un déplacement sur le terrain. Depuis janvier, on ne chôme pas, c'est que ça. Donc comme on vous l'avait dit, on a fait traiter 1500 visites. Donc c'est vrai que ça nous prend pas mal de temps. Les 30 agents en charge de toute la région Limousin travaillent à flux tendu. Et ils doivent affronter la colère des agriculteurs qui ne reçoivent plus un centime de l'Europe. À la place, c'est l'État français qui verse les subventions avec beaucoup de retard. Aujourd'hui, la visite s'est bien passée, mais parfois ce sont des insultes, des agressions ou des menaces de mort qui accueillent les agents. Il est évident qu'avec la fatigue cumulée depuis comme le mois de janvier, on arrive au 5e mois de terrain à gérer un nombre de dossiers importants, on peut comprendre que la fatigue fasse que les collègues peuvent être à un moment donné un peu moins patients. Et que la pression des exploitants agricoles qui augmente de jour en jour, et qu'à un moment donné, ici ou là, il y a des clashs. La poudrière est pas loin d'exploser. À quelques hectares de là, au milieu de la Creuse, Sébastien Vincendon est un de ces agriculteurs sous pression. L'argent de la PAC, il n'en a pas vu la couleur ces 6 derniers mois. Le quotidien de cet éleveur bio est devenu intenable. Pour vivre, investir et faire face aux annuités que j'ai, il me faut environ 60 000 euros. J'ai 61 000 euros d'aide. Le calcul est vite fait, quoi. Les aides de l'État, c'est notre trésorerie de tous les jours, c'est le pognon de tous les jours, quoi. C'est plus l'argent, il vient plus de la vente de nos veaux, il vient plus de la vente de nos vaches, de nos céréales. Sans les aides, on n'est plus rien. Il y a 6 ans, suite à la crise bovine, Sébastien Vincendon a demandé un redressement judiciaire. Il vient tout juste de sortir la tête de l'eau. Mais sa situation le poursuit. L'administration traîne des pieds pour le payer, encore plus que pour les autres agriculteurs. Alors cet homme d'à peine 40 ans a dû mettre ses projets d'agrandissement en pause. Là, un bâtiment en construction qui était prévu pour mettre les animaux l'hiver prochain. Il n'est pas fini de faire. J'ai pas été voir la banque, en fait, pour qu'ils me prêtent l'argent nécessaire, c'est-à-dire 25 000 euros à peu près. Une banque, au jour d'aujourd'hui, il nous demande combien on a de vaches et combien on touche d'aide. Il regarde la comptabilité, mais c'est pas les grands points. Si je suis incapable de pouvoir leur dire quand je vais toucher et ce que je vais toucher, j'ai pas besoin d'aller les voir. Et les mauvaises surprises de la nouvelle PAC ne s'arrêtent pas là. En attendant que soient recomptées toutes les parcelles françaises, l'État verse des avances calculées sur les déclarations de 2014. Sauf que l'éleveur a 15 vaches de plus depuis. Il a fait ses comptes, il lui manque 17 500 euros dans sa trésorerie et il ignore quand il sera payé. C'est quand même rigolo de brasser du pognon toute une année par milliers d'euros et être, on peut le dire, emmerdé pour 400 euros dans la vie de tous les jours, quoi. Pas pouvoir se prélever un salaire, c'est lamentable. Du fait que l'État ne nous paye pas. L'État, je dis ça, l'État, l'Europe, pour moi, c'est les mêmes. 2 années de suite dans l'incertitude de savoir ce qu'on va toucher et quand on va le toucher, là, ça sera invivable, ça sera invivable. Le gouvernement assure que les aides pour 2015 seront toutes versées avant la fin de l'été. De quoi fragiliser ce monde agricole déjà bien malmené. Voilà, reportage de François Goulin. Vous venez de voir ce reportage. Question toute simple, comment c'est possible que la France ait mal compté ces parcelles de terre, qu'elle soit condamnée par Bruxelles à recompter ces parcelles de terre? Je crois qu'il y a une amende de 3 milliards d'euros rabaissée à 1 milliard d'euros. Comment c'est possible, Jean Arthuis?
Oui, mais je crois que c'est vraiment le résultat d'une hyper-administration, d'une complexité dans laquelle tous les acteurs se perdent. C'est inexplicable, c'est incompréhensible. Le problème vient du fait que, dans certains cas, la haie est reconnue comme un espace susceptible d'être primé, dans d'autres, il ne l'est pas. Mais enfin, on est dans le pointillisme. L'Europe, comme il n'y a pas de gouvernement, comme il n'y a pas de pilotage politique, l'Europe est gouvernée par quoi? Par des règles, par des bases légales. Autrement dit, c'est le règne de la technocratie et de la bureaucratie. Et je sais, pour l'avoir vérifié dans mon département, la Mayenne, j'habite dans la Mayenne, circonscription du Grand Ouest, j'ai vérifié que les fonctionnaires de l'État ne savent plus comment s'y prendre. Ils sont submergés par les exercices auxquels on les condamne. Et pendant ce temps-là, les agriculteurs attendent, quelquefois pour des détails ridicules. Donc cette Europe hyper bureaucratique, cette Europe d'une complexité totale, cette Europe qui désespère les agriculteurs comme celui que nous venons d'entendre, eh bien, cette Europe-là, il faut la réformer fondamentalement et sortir de la complexité. Vous comprenez la colère des agriculteurs? Je comprends non seulement leur colère, et est-ce qu'il y a eu des abus? Je la connais, je partage le propos de Jean Arthuis. À un moment donné, quand on met en parallèle la difficulté du monde agricole aujourd'hui qui n'est plus rémunéré correctement pour son travail, parce que le lait est en crise, parce que la viande est en crise. C'est ce qu'a dit l'agriculteur. Donc, mes revenus ne viennent pas de la vente des veaux, mais de l'aide de la PAC, souvent, de l'aide de l'Europe. Le revenu de l'agriculteur maintenant provient des aides de la PAC. Moi, qui ai voté pour la biodiversité dans la PAC, qui ai voté toute une série de règles, je ne me reconnais pas dans ce contrôle. Autant ils font des contrôles. Oui, parce que... Il faut qu'ils soient raisonnables. Car à toute règle, il doit y avoir un contrôle qui soit mieux mené, mieux centralisé. Mais quand on pousse dans ce détail kafkaïen, il y a des contrôles où on va contrôler s'il y a un buisson. Mais un buisson, c'est très bien dans un champ, hein. C'est aussi dans un pré. On parle de l'agroforesterie, par exemple. La présence d'un buisson, c'est aussi de la biodiversité, c'est aussi des petites bêtes qui sont dedans. Donc on n'a pas à aller contrôler sur le terrain comme ça. C'est vraiment le ridicule, pousser le ridicule. Et malheureusement, c'est une image détestable qui est donnée de l'Europe au travers du comportement qui est dicté par Bruxelles, effectivement. Et la France, comme tous les autres pays, est soumise à ces règles. Il faut essayer de changer la règle, effectivement. Avoir un autre pilotage. La France, c'est le premier bénéficiaire de la politique agricole commune, avec des subventions d'un montant de 10 milliards d'euros reçus chaque année. Est-ce que c'est le rôle de l'Europe de soutenir les agriculteurs comme ça? Puisqu'on a vu dans le reportage l'agriculteur qui dit moi j'ai 60 000 euros d'aide par an de la PAC et tous mes revenus ça vient de là. Hein. C'est pas la vente de mes veaux. Donc sans la PAC il serait fini, il n'y aurait plus d'agriculteurs en France. Il y a un moment où l'aide reçue par l'agriculteur est même supérieure aux revenus qu'il tire, aux bénéfices qu'il réalise. Donc on est vraiment à la merci du versement de ces primes. Maintenant, je ne suis pas sûr que ces primes soient toujours versées là où elles devraient aller. D'accord. Le problème aujourd'hui, puisque l'Europe a fait le choix d'un libéralisme très large, au moment où tous les pays, les grands pays, je pense aux États-Unis et d'autres, se protègent pour protéger leur agriculture. L'Europe, elle, s'est totalement désarmée. On vient même de voter l'ouverture de négociations pour un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Alors que le prix de la tonne de lait en Nouvelle-Zélande est de 170 €, alors que chez nous, en Europe... Vous voudriez plus de protectionnisme un peu? Un protectionnisme intelligent. Un protectionnisme intelligent. Qu'on revoie aussi nos règles de concurrence et d'entente. Quand les principaux producteurs de pétrole se réunissent à l'OPEP pour réduire les volumes et augmenter les prix, la direction de la concurrence ne leur fait pas une procédure. Marc Tarabella, les autres pays européens peuvent en avoir ras-le-bol. Il n'y a que la France qui profite de la politique. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que la volatilité des prix... Voilà. Tous les pays profitent de l'aide à l'agriculture. Et il faut aider l'agriculture. Les États-Unis aident plus l'agriculture en termes de dollars par habitant que l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 100 € par an par habitant. Parce qu'on a transféré la responsabilité de nourrir tout le monde à 2% de la population active. Et donc aujourd'hui, il faut soutenir l'agriculture. Il faudrait mieux la soutenir, que les aides soient mieux dirigées. On a essayé de le faire avec Stéphane Le Foll d'ailleurs, qui était ici au Parlement européen avant de devenir ministre, d'essayer de mieux redistribuer les aides vers les éleveurs notamment, vers les fermes plus petites. Mais ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, l'hypervolatilité et les prix bas, l'ultralibéralisation dans laquelle l'Europe s'est engagée, est en train d'être le fossoyeur de l'agriculture. Et tous les autres grands acteurs mondiaux, les États-Unis en tête, et Jean Arthuis a à nouveau raison, recouplent les aides à la réalité agricole. Quand le marché n'est pas rémunérateur, c'est pour ça qu'il faut être opposé au TTIP.
Et je me réjouis que la France a cette position aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le domaine agricole, ce serait catastrophique. Les Américains, ils protègent les agriculteurs. Si le prix est bas, il y a une aide publique qui vient compenser, le manque de devrait revenus. servir la politique agricole commune. Oui. Quand il y a la baisse des prix, c'est parce que le volume de l'offre est supérieur à la demande. Exact. Donc il faut réduire le volume et donc demander aux producteurs de produire moins et dans ces conditions de leur compenser la perte de revenus résultant de la réduction du volume. Et puis peut-être faut-il commencer à imaginer un système assurantiel. Quand les prix sont très élevés, on apporte une contribution à un pot commun, et quand les prix tombent en dessous d'un certain niveau, on réduit les volumes que l'on met sur le marché et on compense le revenu. Je me réjouis d'entendre Jean Arthuis et j'espère qu'il va faire des émules au sein du groupe libéral. Parce que quand on parle de régulation dans ce Parlement, on retrouve le centre-gauche, la gauche, une partie des élus dits conservateurs, mais ils sont très minoritaires, et dans son groupe, la majorité veut déréguler complètement. Donc j'espère qu'il aura dans son groupe la force de conviction. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours. Je fais un Euroforum dans ma propre circonscription le samedi 11 juin. Sur le sujet. Il y a un rapport en tout cas qui est sorti il y a quelques jours. Il dit que la réforme de la PAC n'a pas créé d'emplois. Hein. La PAC, malgré ses réformes successives, a au mieux permis de maintenir les 22 millions de postes de travail de l'agriculture européenne, selon le rapport d'un eurodéputé socialiste, Éric Andrieux. Vous confirmez? Mais de toute façon, il y a une érosion de la population agricole aujourd'hui. Et c'est vrai en Europe, c'est vrai au Canada, c'est vrai partout. Il y a une diminution de la population agricole, une augmentation donc de la surface agricole utilisée par unité. Oui, mais je voudrais bien qu'on prenne en considération. C'est quoi l'avenir alors? Quel avenir? Je voudrais bien qu'on prenne en considération toutes les activités de transformation des productions agricoles. Oui, bien sûr. Et ce qui contribue le plus à l'emploi, ce ne sont pas les céréales, c'est l'élevage. C'est les abattoirs, ce sont les laiteries, les fromageries, les ateliers de transformation. Il faut faire un bloc. Elle a un avenir au sein de l'Union européenne, la politique agricole. Évidemment, c'est même un des atouts d'abord d'assurer ce qui est essentiel, l'autonomie alimentaire, la sécurité alimentaire, en termes de qualité des produits et de santé des citoyens. Il ne faut pas confier la production de nourriture. Il faut un changement de stratégie alors? Bien sûr. Moi j'ai plaidé pour ça avec Éric Andrieux notamment, et on est 4-5 collègues qui plaident. Dans quelle direction vous voulez aller? La direction, c'est de recoupler les aides agricoles à la réalité des agriculteurs. Comme les Américains l'ont fait, ils sont très pragmatiques, c'est-à-dire une aide contracyclique quand le marché n'est pas rémunérateur. 2, réduire l'hypervolatilité. Peut-être par un système assurantiel, mais en tout cas, faire en sorte que les prix soient corrects. Aujourd'hui, les agriculteurs sont les seuls qui peuvent vendre à perte. C'est pas eux qui fixent le prix de ce qu'ils produisent, c'est le marché. Mais c'est anormal. Et donc que le prix du lait, par exemple, soit au moins, et pas que le lait, la viande et toutes les productions, soit au moins au niveau du coût de production, en tout cas au-dessus, et pas en dessous comme c'est le cas aujourd'hui. Mais que le législateur légifère d'une main tremblante. Parce que, bien souvent, sur le terrain, si c'est si compliqué, c'est parce qu'à un moment donné, on a voté telle ou telle disposition pour le verdissement, pour ceci, pour cela, et on a multiplié les contradictions. Je crois qu'il faut un contrat de confiance, s'en tenir à des grands principes et s'astreindre à la simplicité. Ce qui est complexe, en général, est très décevant et inapplicable. Voilà, ce sera le mot de la fin. Vous aurez l'occasion d'en parler en circonscription dans la conférence de M. Arthuis. À Laval. À Laval, voilà. Au lycée agricole. Ce sera le mot de la fin. Merci Jean Arthuis. Merci Marc Tarabella d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin d'Europe Hebdo. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Hamadi à cette même place. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye.